Shinto. Mais les Japonais, indifféremment de shintoïstes ou de bouddhistes, vont fréquenter les deux à la fois. Le bouddhisme, on le connaît grosso modo. Le shintoïsme, c'est un mélange de considérations mythologiques anciennes sur les rois, sur les démons, sur le bien et le mal, etc. Mais de manière générale, il n'y a pas de Dieu centralisé dans ces deux religions. Donc c'est plutôt une sorte de religion ayant des rapports avec la nature. Et les Japonais pratiquent une sorte de syncrétisme entre ces deux religions. Maintenant, un petit survol chronologique, mais rapide, sur le Japon. Donc, les origines préhistoriques du Japon remontent à 5000 ans avant Jésus, 500 000 ans avant Jésus-Christ. Et puis la période proto-historique, 200 ans avant Jésus-Christ. La période antique, 600 ans jusqu'à 11e siècle à peu près. Ce sont les divisions, les espèces de coupures historiques que les historiens font sur le Japon. Enfin, on arrive au Moyen-Âge japonais qui est du disons, 12e siècle jusqu'à 16e siècle de notre ère. La période prémoderne commence au XVIe siècle et continue jusqu'au XIXe siècle. Ensuite, il y a la période contemporaine moderne avec la réforme Meiji en 1868 jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1947 qui se caractérise par l'effondrement de l'Empire japonais sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Donc, cette même période moderne se divise en deux périodes, de Meiji à la Première Guerre mondiale, et ensuite l'entre-deux-guerres, et finalement une troisième période, la guerre du Pacifique, qui voit effectivement finalement l'effondrement de l'Empire japonais suite au bombardement de la ville d'Hiroshima. Je voudrais juste, puisque je parle d'Hiroshima, vous dire que mon séjour de 2 ans au Japon est effectué dans la ville d'Hiroshima. Et j'étais principalement basé dans cette ville. Et puis, vous dire aussi pour certains d'entre vous qui ne me connaissent pas que la ville de Montréal est jumelée à la ville d'Hiroshima. On continue notre survol chronologique rapidement. La période de l'après-guerre à nos jours, qui se caractérise par l'occupation et la reconstruction du Japon entre 1945 et 1952. Ensuite, il y a la période de forte croissance, les 30 glorieuses, les années 50 jusqu'aux années 80. Et enfin, l'internationalisation du Japon à partir de 1982. Je vais revenir sur 2 périodes importantes, rapidement, en quelques mots. Il y a l'ère Meiji, qui est une période charnière de l'histoire du Japon moderne, parce que c'est pendant cette période que les Japonais ont été contactés par les Occidentaux, d'abord par les Américains, qui, dès le 1950, avant même l'ère Meiji, ont voulu nouer le contact avec le Japon, même en les menaçant, parce que le Japon était un pays qui ne voulait pas s'ouvrir vers l'extérieur. Et puis, dès 1868, avec l'empereur, le nouvel empereur, l'ère Meiji, l'ère moderne, commence. L'empereur envoie un certain nombre d'émissaires et d'étudiants pour la première fois dans les pays occidentaux, en France, en Allemagne, en Angleterre, pour qu'ils apprennent les sciences modernes, les sciences humaines, la philosophie, les technologies diverses et variées qui, suite à la révolution industrielle, commençaient à se répandre dans ce monde occidental. Donc, nous sommes en phase d'une sorte de passage d'une situation féodale à un État moderne et centralisé.
Donc toute forme de réforme sociale, politique, administrative, etc. que vous pouvez imaginer ont été effectuées rapidement, l'année à peu près. Ensuite, deuxième période qui est très importante, c'est la défaite du Japon en 1945. Comme vous savez, il y a eu une période où le Japon, dans sa politique extérieure, était extrêmement expansionniste. Donc le Japon ayant à peu près 3/4 de la superficie d'un pays comme la France, et puis étant peuplé de 130 millions d'habitants, pas à l'époque mais aujourd'hui, mais à l'époque c'était pas loin de ce chiffre non plus, cherchait d'autres terres pour s'élargir. Donc il a annexé la Corée, et puis une partie de la Chine, la Mandchourie, et il s'est allié effectivement, comme chacun le sait, au régime nazi d'Hitler, et c'est comme ça que le Japon était le dernier pays qui a cédé, qui a mis les armes à terre pour accepter sa défaite, et historiquement c'est la première fois que le Japon essuie un échec. Donc cet échec extrêmement douloureux a été annoncé par l'empereur lui-même. Je vous rappelle que l'empereur, c'est jusqu'à 1945, c'est un être divin qui a une essence divine, dont on n'a pas entendu ni la voix, ni on a vu l'image. Quand l'empereur recevait des émissaires étrangers, il y avait une espèce de paravent qui les séparait. Et rares étaient des gens qui avaient vu l'empereur, sauf des personnes qui avaient une sorte de privilège. Mais dès le bombardement d'Hiroshima, ce mythe s'est effondré, puisque l'une des conditions des Américains, c'était que l'empereur accepte de descendre de sa divinité et redevenir ou devenir humain. Donc c'est à partir de là que l'échec, c'est-à-dire suite à ce bombardement qui a, dans les premières secondes du bombardement, il y a eu 130 000 êtres humains qui ont été déchiquetés et morts sur le coup. Donc, suite à cela, il y a eu 3 jours plus tard le bombardement de Nagasaki, et ça, c'était la fin de la résistance des Japonais. Le 15 août 1945, l'empereur, via des postes de radio, convoque ces sujets, et tout le monde se rassemble dans les grandes villes, et puis on entend pour la première fois la voix divine. Et dans un langage archaïque, mythologique, faisant référence à l'histoire ancienne, l'empereur Hirohito parle pour la première fois de l'échec et exhorte ses sujets à accepter l'échec et à le surmonter, en disant que l'occupation va être très douloureuse pour nous, mais nous n'avons pas le choix. Si vous voulez que les sacrifices puissent aboutir à quelque chose, il faut accepter l'échec, et il faut faire avec, il faut composer avec cet échec, cette nouvelle donnée. Et faites-le pour la gloire de la nation japonaise. Et c'est comme ça que l'empire japonais s'effondre. Donc, puisque l'empereur n'existe plus, et que les Américains ont occupé le Japon, il y a aussi le processus de la démocratisation occidentale. Mais, pour autant, les Japonais ne renoncent pas à la vision qu'ils ont de leur empereur, et l'empereur non plus. Voyez, donc, je vous cite, c'est un juriste de la période Meiji qui dit ceci: « Le trône impérial est l'axe fondamental de l'État, la source de la souveraineté. C'est là la conviction unanime de notre nation depuis la plus haute antiquité, inébranlable dans les siècles et siècles. » Donc, rien que ce paragraphe montre à quel point ils sont attachés, et même aujourd'hui, ils sont encore attachés au fils de Hirohito, Akihito, qui est toujours au pouvoir.
Évidemment, il y a énormément de détails sur lesquels je ne me suis pas attardé, mais à la fin de cette présentation, je vous donnerai la liste de quelques livres pour ceux et celles d'entre vous qui veulent, qui ont